Et bonjour, Peyman Galley-Marsban. Bonjour Monsieur Neumann. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes président du tribunal judiciaire de Paris. Vous avez pris vos fonctions il y a un peu plus d'un mois. Et je veux dire que votre parole est rare, mais on a besoin de vous entendre ce matin. Nicolas Sarkozy a été incarcéré mardi à la prison de la Santé. Mais depuis sa condamnation, c'était il y a un peu plus d'un mois, c'était le 25 septembre, je crois, au tribunal de Paris, justement. On a assisté à un déferlement de critiques contre la décision, contre la carcération, contre les juges, contre l'institution aussi. On va essayer de faire un peu de pédagogie ce matin. Mais d'abord, je voudrais savoir comment vous avez vécu ces critiques contre ce jugement et contre cette peine de prison. Je vous remercie tout d'abord de votre invitation. Je suis venu, comme vous l'avez dit, pour faire de la pédagogie et pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent les processus juridictionnels qui ont conduit à ce que M. Sarkozy soit aujourd'hui incarcéré. Je veux expliquer qu'une décision a été rendue le 25 septembre dernier, que c'est le fruit d'un travail de 3 magistrats à l'issue de débats de plus de 38 jours d'audience, de débats au cours duquel le contradictoire a été respecté et tout le monde avait salué d'ailleurs le débat et la qualité des débats et de l'écoute. Mais vous avez entendu les mots qui ont été prononcés: honte, c'est un scandale, une injustice. Nicolas Sarkozy a même dit: la haine n'a décidément pas de limite. Ce sont des critiques qui sont quand même extrêmement violentes. Si vous voulez, on peut accepter de la part de celles et ceux qui sont concernés, la famille, qu'il puisse y avoir de l'affect. Mais quand on entend de la part de responsables ou de personnes qui ont une voix parler de honte, on ne peut pas laisser dire ça. Et effectivement, le processus juridictionnel a été respecté. Je veux dire ici la méticulosité et la conscience avec lesquelles les magistrats ont travaillé et la motivation de ce jugement, et vous allez me poser des questions, permet de comprendre. Je ne suis pas là pour dire si les juges ont bien ou mal jugé, c'est la cour d'appel qui le dira, mais je suis ici pour porter la parole de la décision, faire la pédagogie de la décision, où la décision démontre, selon elle, pourquoi il faut aller à la culpabilité et pourquoi il faut aller à l'incarcération. Mais disons-le, certains n'ont pas compris cette décision, notamment cette idée que 3 des infractions principales aient été écartées: la corruption, le financement illégal de campagne, le détournement de fonds publics, et que sur la seule fois d'une infraction, l'association de malfaiteurs, un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison. Il faut l'expliquer. Alors, on va expliquer sur quoi M. Sarkozy a été reconnu coupable et condamné au terme de la décision. C'est l'association de malfaiteurs en vue de préparer une corruption au plus haut niveau, dont d'une part, il y avait le financement par un État libyen, et d'autre part, le fait de s'occuper du sort de M. Senoussi et de la relation de la France avec la Libye. La décision relève 3 séries d'éléments sur l'association de malfaiteurs. Rappelons que l'association de malfaiteurs, c'est une infraction qui permet de sanctionner des comportements avant même que la réalisation de l'infraction se commette. Alors c'est important ça, parce que ça veut dire que la corruption a sans doute pas eu lieu, enfin on n'a pas trouvé de preuves. Je vais vous donner un exemple. En matière de terrorisme, vous avez l'association de malfaiteurs. Heureusement que l'on peut sanctionner des personnes avant qu'une bombe explose. Eh bien, l'association de malfaiteurs en vue de commettre des faits de corruption, c'est la même logique. Le tribunal a relevé 3 séries d'éléments. En premier lieu, des rencontres qui ont lieu en septembre et décembre 2005 avec M. Guéant, M. Takedine, M. Senoussi en septembre, et M. Hortefeux, M. Takedine et M. Senoussi en décembre, en montrant la singularité de ces rencontres. Deuxième élément, des flux financiers janvier 2006, décembre 2006, qui partent de Saïd al-Islam Kadhafi et d'autre part de Senoussi vers les chambres de compensation de M. Takedine. Et troisième série d'éléments, ce sont les carnets de M. Choukri Ghanem, où il écrit le 29 avril 2007 que des virements vont avoir lieu parce qu'ils sont en lien avec le financement. Et donc le tribunal prend l'ensemble de ces éléments, les met en cohérence et considère qu'il y a lieu donc à une association de malfaiteurs entre Takedine, Hortefeux, M. Guéant et M. Sarkozy. Mais vous entendez la motivation de la décision. On utilise l'association de malfaiteurs. Mais l'association de malfaiteurs, il n'y a pas de preuve. Mais les éléments de preuve
sont ceux que la décision reprend et que je viens de vous exposer. Et ce sont les éléments qui conduisent. Sur les relax qui sont intervenus, c'est intéressant, ça va être un petit peu technique et j'en suis désolé, mais ce sont des relax qui sont intervenus de manière technique. Premier élément, il y avait la complicité et recel de détournement de biens étrangers par un fonctionnaire étranger, par un agent étranger. Cette infraction, elle n'existe pas en droit français en réalité. Et c'est pour ça que le tribunal a relaxé sur cet élément-là. D'ailleurs, petit élément, le tribunal a relevé cet élément de défense alors que ce n'avait pas été soutenu par la défense de M. Sarkozy. Deuxième élément, la corruption. On nous dit, mais il y a une contradiction entre la relaxe sur la corruption et l'association de malfaiteurs. Si vous lisez bien la décision, la corruption est intervenue parce qu'on a considéré que la corruption était relevée par le fait que c'était commis par M. Sarkozy en tant qu'il était personne dépositaire de l'autorité publique. Or, la décision dit, nous considérons M. Sarkozy comme un candidat aux élections qui n'a pas la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique et c'est sur ce seul motif qu'il est donc relaxé. Il n'y a donc pas juridiquement, quand je lis la décision, je fais la pédagogie de la décision, de contradiction entre cette relaxe et la condamnation sur action de malfaiteur. C'est très clair. Depuis cette annonce, ce jugement, la présidente du tribunal, la magistrate, a été menacée de mort. Juste une question ce matin, comment va-t-elle? On sait qu'elle est sous protection policière, vous avez de ces nouvelles? Alors, je dois vous dire que c'est quelque chose d'inacceptable. Inacceptable que des magistrats qui ont fait leur travail avec un scrupule, avec une méticulosité, avec un sérieux, soient menacés et soient atteints ainsi. Je n'ai pas à dire comment vont pas les magistrats. Je peux vous assurer que les magistrats de mon tribunal, et ceux-là singulièrement, sont des magistrats particulièrement engagés. Je rappelle que le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes qui ont été confiées au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Ces enquêtes sont toujours en cours. Je vais aller au fond, directement à la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que ce mandat de dépôt, Nicolas Sarkozy en prison, est-ce que ce mandat de dépôt était réellement utile? Est-ce qu'il fallait le faire avant même que l'appel ait été audiencé et que Nicolas Sarkozy soit définitivement condamné? Moi, je vais vous répondre S'il l'est d'ailleurs. Moi, je vais vous répondre à partir de la motivation de la décision. J'ai lu la décision et je suis ici pour la restituer. Le tribunal vient dire l'association de malfaiteurs que nous avons retenue et que je vous ai exposé tout à l'heure, eh bien, c'est 10 ans d'emprisonnement. Ce sont des faits d'une exceptionnelle gravité. Chacun peut concevoir, selon ce que le tribunal dit, si c'est ou pas une Donc vous voulez dire que s'il n'a eu que 5 ans, c'est qu'on a tenu compte de sa personnalité? Le tribunal dit, je passe de 10 ans à 5 ans parce qu'il n'y a pas eu l'accomplissement du pacte corruptif, c'est ce que dit la décision, parce qu'il n'a pas été condamné au moment où les faits auraient été commis, et donc nous tenons compte de cette situation pour aller à 5 ans. 5 ans d'emprisonnement, le tribunal considère toutefois que s'agissant de faits d'une nature exceptionnelle, d'une gravité exceptionnelle, il convient d'ordonner un mandat de dépôt. Mandat de dépôt à effet différé, dont je rappelle que ce n'est pas la pratique habituelle. Le mandat de dépôt à effet différé, c'est depuis 2019. Et en règle générale, les tribunaux ordonnent plutôt des mandats de dépôt sans qu'ils soient différés. C'est-à-dire que les personnes sont incarcérées. Vous voulez dire que le fait qu'on lui ait laissé un mois, c'est presque une faveur qu'on lui a fait? C'est pas une faveur, c'est la prise en compte d'une situation individuelle. Le tribunal a relevé qu'il convenait que M. Sarkozy, qui est une personnalité et qui avait une activité professionnelle, puisse mettre de l'ordre dans ses affaires. Il y a le mandat de dépôt et puis il y a l'exécution provisoire. Oui. Vous avez entendu tous les débats. Est-ce qu'il fallait exécuter immédiatement ce mandat de dépôt et l'envoyer en prison? Je le rappelle, avant que l'appel soit audiencé, avant qu'on sache s'il est définitivement coupable. Le débat juridique, c'est celui de l'exécution d'une peine alors qu'un appel est en cours ou lorsque la peine n'est pas définitive. Cette question est importante, évidemment. Je veux indiquer qu'en droit français... Elle est importante parce qu'il n'y a pas de recours au pénal contre l'exécution provisoire. Qu'en droit français, c'est bien ou c'est pas bien. Le législateur le dira. Mais c'est la pratique habituelle. Aller devant nos chambres de comparution immédiate, tous les jours, des personnes sont incarcérées alors qu'ils sont jugés et qu'ils vont faire appel ou que le délai d'appel n'est pas expiré. C'est une réalité judiciaire. Et donc, ce qui a été ordonné concernant M. Sarkozy n'est pas
quelque chose d'exceptionnel ou une singularité. Et je dois dire qu'en pratique judiciaire, quand il y a des peines qui sont au-delà de 1 an ou 2 ans d'emprisonnement, pour assurer l'effectivité de la peine, en pratique judiciaire, vous avez un très fort pourcentage de ces peines qui sont assorties du mandat de dépôt. Certains critiquent très sévèrement l'exécution provisoire. Ça a été le cas de Marine Le Pen, on l'a entendu, mais Gérard Larcher, le président du Sénat, il y a quelques jours en Slovénie, le président de la République lui-même a dit qu'il était favorable à la réouverture d'un débat autour de cette exécution provisoire. Mais ça, pour le coup, ça dépend du législateur, pas du juge. Je vais vous donner un exemple de l'intérêt de l'exécution provisoire. Quand une personne est jugée pour des faits de violence sur sa conjointe, et qu'on prononce une peine, même d'emprisonnement avec sursis, eh bien on ordonne en pratique judiciaire une interdiction de contact et une interdiction de paraître au domicile avec exécution provisoire. Mais les faits donc, je peux vous assurer ne sont pas comparables avec ceux qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Mais dans un cas, vous avez une atteinte aux biens, dans un autre cas, vous avez une atteinte aux personnes. Chacun peut estimer qu'une infraction est plus grave qu'une autre. Je veux indiquer qu'en droit français, la corruption est puni de 10 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que le législateur a considéré que la corruption est un fait d'une telle gravité que c'est 10 ans d'emprisonnement. Vous savez, le trafic de stupéfiants, c'est 10 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'en droit français, la corruption est au même niveau de gravité que le trafic de stupéfiants. C'est ce que le Parlement a dit et a décidé et qui montre l'importance qu'il porte à cette infraction. Les avocats de Nicolas Sarkozy, dès le premier jour de son incarcération, ont déposé une demande de remise en liberté. On ne peut pas préjuger de ce que la Chambre correctionnelle des appels correctionnels décidera, mais on peut imaginer qu'elle serait acceptée. Et dans ce cas-là, on posera la question, on dira mais pourquoi l'avoir envoyé 1 mois en prison ? La prison, normalement, c'est l'exception. C'est peut-être 1 mois de trop, finalement. Alors, un peu de droit sur ce point. Le tribunal, quand il prononce, au moment où il prononce sa décision, un mandat de dépôt, la motivation du mandat de dépôt, elle est liée, par exemple, à l'exceptionnelle gravité des faits, et c'est un motif, a dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qu'on peut relever. La Cour d'appel, il y a maintenant un appel, et donc c'est la Cour d'appel qui est en charge maintenant de la procédure, et comme le prévoit la procédure, comme dans tous les cas, la personne peut faire une demande de mise en liberté. Et donc, la demande de mise en liberté, elle va être examinée non sur le critère de l'exceptionnelle ou pas gravité des faits, mais sur d'autres critères qui sont le critère de la détention provisoire, les critères qu'on appelle de l'article 144 du Code de procédure pénale, sur le risque de pression, sur les garanties de représentation. Différents. Exactement. Et donc, c'est sur un autre débat, la question est de savoir, est-ce que, avant que la Cour statue sur le fond, il y a lieu ou pas que M. Sarkozy soit maintenu en détention provisoire, puisque actuellement, c'est le statut de la détention provisoire. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a dit il y a quelques jours qu'il irait voir Nicolas Sarkozy en prison. Vous trouvez ça normal, eu égard à son devoir de vigilance, s'assurer de sa sécurité, ou vous considérez que ça pose un problème ? Alors, vous faites référence à la fois ce que M. Darmanin, le ministre de la Justice, a indiqué et ce que le procureur général, près de la Cour de cassation, a indiqué. Il y a en réalité deux considérations. La première, c'est qu'en effet, le ministre de la Justice est le chef de l'administration pénitentiaire en quelque sorte, et comme M. Sarkozy est pour les 85 000 personnes qui sont détenues, il a une responsabilité de s'assurer que tout se passera comme il convient concernant les détenus. Mais M. Darmanin est aussi chef de l'administration judiciaire. C'est lui qui propose des nominations et il est garant de la bonne administration de la justice. Et lorsque le procureur général près la Cour de cassation évoque un risque de ressenti, la question est légitime. Il parle de la sérénité des débats, de pression sur les juges. Alors, c'est pas une question, je ne pense pas qu'il parle de pression. Il parle de l'indépendance des magistrats. Il évoque en fait la perception que l'on peut avoir de l'extérieur de l'acte par lequel un ministre de la Justice va voir quelqu'un en détention. Est-ce un désaveu de la décision
ou est-ce la protection d'une personne? Le garde des Sceaux a expliqué qu'il y allait pour s'assurer que M. Sarkozy, que ses conditions de détention se passaient bien, mais la question posée est légitime. Nicolas Sarkozy, ses avocats ont interjeté appel. Oui. La Cour d'appel a accéléré les délais pour Marine Le Pen. Elle doit le faire pour Nicolas Sarkozy. Je vous pose la question parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que les tribunaux sont engorgés. La Cour d'appel, les cours d'assises, les cours criminels. Il y a un vrai problème d'engorgement des tribunaux. C'est de la responsabilité de la Cour d'appel. Je dirais que de manière générale, lorsqu'une personne est détenue provisoire, il importe que les juridictions puissent sans tarder examiner les faits. C'est, je dirais, pour M. Sarkozy comme pour toute personne. On est en pleine discussion budgétaire. Oui. Je parlais de l'engorgement des tribunaux. C'est un vrai sujet pour le tribunal que vous dirigez, mais pour en réalité toutes les cours d'appel, d'assises. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai sujet. Alors, merci de poser cette question parce que s'il y a une question centrale aujourd'hui pour l'année 2026, c'est la problématique du jugement des affaires criminelles. C'est un sujet majeur et nous avons devant nous un mur. Et il nous faut un budget. Il nous faut un budget pour pouvoir juger ces affaires. Les cours d'assises, les cours criminelles sont composées de magistrats professionnels ou des magistrats qu'on appelle à titre temporaire ou des magistrats honoraires. Par exemple, pour la Cour d'appel de Paris, pour les affaires de Paris, il y a des jours d'assessorat. Nous sommes passés de 2400 jours d'assessorat en 2024 à 3400 en 2026. Pardon, l'assessorat pour ceux qui nous regardent, c'est un jour d'audience. C'est-à-dire que je dois mettre sur 2400 jours un magistrat. Je suis passé de 2400 à 3400. Et donc ce sont des magistrats du tribunal que vous envoyez. Magistrats du tribunal. Si je n'ai pas les moyens pour le faire, soit nous ne pourrons pas juger ces affaires d'assises, soit pour pouvoir les juger, il va falloir que je juge moins d'affaires familiales, moins de petites affaires. Allons au bout de ce que vous dites. Ça veut dire que dans certains cas, des détenus qui sont en attente de jugement en prison pourraient être libérés faute de magistrats pour les juger. Ça pourrait être le cas. Donc, je le répète, il nous faut un budget pour pouvoir composer nos cours d'assises et nos cours criminels. Je ne suis pas dans un discours misérabiliste en parlant de moyens, je suis dans une réalité à laquelle nous devons faire face. C'est vraiment essentiel. C'est le point le plus important pour l'année 2026. Je voudrais, Peyman Gallé-Marchand, terminer avec Gérald Darmanin qui arrive dans quelques minutes à Bordeaux. Il se rend à l'École nationale de la magistrature où il a l'intention de faire quelques annonces. Il en a déjà fait quelques-unes. La fin de l'aménagement automatique des peines, des ultra courtes peines dès la première condamnation, un mandat de dépôt automatique dès qu'il y a prison. Ces réformes vous semblent judicieuses ou est-ce qu'elles posent un souci compte tenu de la surpopulation carcérale et même de l'engorgement des tribunaux tel que vous le décriviez il y a un instant? Alors, moi je suis magistrat, président d'un tribunal et le Parlement, à la suite d'un projet de loi proposé par le ministre, les juges appliquent de manière loyale la loi. Je dirais que les juges ont besoin de stabilité législative. Je sais qu'en 2019, la loi de programmation avait comme présupposé qu'il fallait éviter les courtes peines. Je vois aujourd'hui qu'il y a un changement de paradigme. Voilà, il faut que le Parlement s'empare de ces sujets, qu'il les examine. Nous avons besoin de stabilité dans les juridictions parce que toute réforme pénale vient augmenter, je dirais, les difficultés, alors que nos sujets à nous, c'est de pouvoir traiter la masse des contentieux. Mais je reviens là-dessus, le sujet des assises, c'est le sujet le plus important et il est essentiel que le Parlement s'en empare, à la fois en termes de moyens et à la fois en termes de procédures. Merci. Si j'ai pu faire passer ce message aujourd'hui, c'est fondamental. Merci à vous, Monsieur Neumann. Merci à vous d'être venu répondre à mes questions. Il est très précisément 8h47 sur RMC et sur BFM TV.